Jean-Marie Guévenoux, bienvenue. Bonjour. Donc député LREM de l'Essonne et aussi déléguée générale adjointe du parti présidentiel. Ça va compter dans la campagne qui s'ouvre. L'actualité, c'est l'épidémie. 30 000 personnes contaminées hier par la Covid. 1455 personnes sont en réanimation. Conseil de défense ce matin. Alors que faut-il faire? Se contenter d'ouvrir le rappel de vaccination aux moins de 50 ans? Nous, ce qui est notre boussole depuis le début de l'épidémie, depuis 2020 maintenant, c'est vraiment l'accès aux soins dans les hôpitaux et la saturation des services de réanimation. Pour l'instant, ça tient. Et pour l'instant, ça tient. Et donc, pour l'instant, puisque ça tient, grâce à la protection vaccinale de 75% de Français qui ont leur schéma vaccinal complet, grâce aussi au pass sanitaire, qui est un outil en fait qui nous a permis de bien juguler en fait la progression du virus. On est actuellement, au fond, si on regarde les autres pays voisins, dans une situation meilleure que celle de beaucoup de nos voisins européens. Alors il faut rien faire ? Non, je crois pas. Je crois que il y a effectivement un conseil de défense aujourd'hui qui se tient, des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui appellent très probablement à un rappel de 3e dose avec une cible en deçà de 50 ans. C'est probablement le chemin qui va être choisi. Je suis pas au conseil de défense et donc je peux pas aller au-delà, mais il me semble qu'effectivement on va aller dans cette direction de rappel. On peut faire aussi autre chose. On peut passer du pass sanitaire au pass vaccinal, c'est-à-dire on va au théâtre, au restaurant, au cinéma si on a été vacciné. Adieu les tests. Et puis on peut aussi étendre le nombre d'activités qui ont besoin d'un pass. Par exemple, l'étendre au commerce. Oui, alors je pense pas que encore une fois je reste très prudente. Nous, ce qui nous éclaire depuis le début sur la gestion de la crise, c'est que pensent les scientifiques. Au fond, comment progresse l'épidémie et qu'est-ce qui nous recommande de faire avec un certain nombre de scénarios. Mais il y a aussi le souci de l'économie. Et il y a le souci de l'économie et puis il y a aussi le souci de nos libertés publiques. Donc, sur les commerces qui seraient des commerces essentiels, il n'a jamais été question de pouvoir y accéder en montrant un pass sanitaire. L'équilibre qui a été choisi par le pass sanitaire, c'est de permettre que dans des lieux de brassage, là où il y a du public, là où on enlève son masque pour déjeuner, pour prendre un café, eh bien là, oui, ce soit conditionné à l'accès soit conditionné à des Français vaccinés ou testés. L'essentiel de ceux qui sont en réanimation sont des non-vaccinés. Tout à fait. L'Autriche va vers la vaccination obligatoire. L'Allemagne ouvre le débat. Est-ce qu'on doit, nous aussi, l'envisager ? Moi, j'étais personnellement, à titre personnel, favorable à la vaccination obligatoire au moment où on a eu ce débat, il y a plusieurs mois maintenant. Plusieurs mois. Et même si j'étais favorable, j'avais fini par, au fond, me ranger au fait que c'était probablement pas la bonne décision, parce que concrètement, comment vous faites ? Est-ce que vous allez convoquer l'ensemble des Français qui veulent pas se faire vacciner et puis les obliger à avoir une piqûre ? Ça me paraît extrêmement en fait compliqué dans sa mise en œuvre. Et au fond, je crois que le fait de demander aux Français de prendre la responsabilité, la solidarité aussi, de se faire vacciner, ça a été le bon choix puisque ça nous a permis aujourd'hui d'avoir une des populations les plus vaccinées d'Europe. Il en manque quand même 6 millions. Donc il en manque encore 6 millions. Il faut inlassablement passer ce message de la vaccination. Et ce que vous venez de dire en particulier est particulièrement important, à savoir que quand on n'est pas vacciné, on a 9 fois plus de risques d'être en service de soins critiques. Donc ça, c'est une réalité. Et puis aussi, c'est peut-être pas très à la mode, mais que chacun d'entre nous a une responsabilité pour son voisin, et que si nous, on estime qu'on n'est pas à risque, eh bien, on a au moins le devoir de se faire vacciner pour éviter des confinements, éviter du télétravail, éviter que des plus vulnérables soient en danger. Est-ce que la métropole n'a pas fait une erreur à imposer les mêmes règles sanitaires à un territoire comme la Guadeloupe, où les structures familiales, la vie en commun, n'obéissent pas aux mêmes règles ? Non, je crois pas. Je crois pas parce que, au fond, si on avait fait des règles différentes, on aurait admis que il y a une France à 2 vitesses, ou à 3, ou à 4. Pourquoi on ferait pas des règles différentes pour l'Ariège, qui est un pays de montagne, avec finalement peu d'habitants? Pourquoi on ferait pas? Vous voyez, on peut aller en fait assez loin dans la démonstration. Ça s'appelle la décentralisation? Non, mais ça s'appelle aussi la République, la France, avec une continuité des règles partout sur le territoire. Moi, j'étais rapporteur de l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire du premier projet de loi qui a permis, a autorisé le gouvernement à confiner le pays. On s'était particulièrement interrogé sur la spécificité des Outre-mer. Je m'explique.
Je vous le disais tout à l'heure, nous, ce qui nous a préoccupé, c'est la saturation des systèmes de soins de nos hôpitaux. Comment on fait pour pas arriver à ce seuil critique qui fait qu'on se retrouve avec des malades qui peuvent pas être admis à l'hôpital. En Outre-mer, la situation insulaire de ces territoires, le fait que ce soit des îles, rend cette question encore plus prégnante. Et donc, évidemment, que plus encore que sur le territoire hexagonal d'une certaine manière, mais c'est la même règle pour tout le monde, il faut là-bas en particulier se faire vacciner. Et c'est un appel au fond que je livre aux Guadeloupéens ou aux ultramarins. On voit que la population là-bas n'est pas suffisamment vaccinée. C'est son libre arbitre de le faire. Elle a le choix de le faire. Mais encore une fois, dans une situation où l'épidémie reprend de façon très forte, où l'accès aux soins est probablement plus compliqué en Guadeloupe qu'elle peut l'être sur le territoire hexagonal, même si on a envoyé beaucoup de personnel hospitalier, il y a une nécessité à se faire vacciner, et en particulier pour les personnes qui sont au contact de populations vulnérables. Les Antilles se sont embrasées pour des raisons sociales aussi. Comment faire pour en sortir? Continuer la répression? On a tiré sur des policiers et on a envoyé le GIGN, ou est-ce qu'il faut amorcer le dialogue social tout de suite? Moi, je crois qu'il faut faire les deux. Il faut faire les deux. Il faut à la fois avoir une réponse de fermeté, parce que c'est inacceptable qu'une minorité de gens extrêmement violents, qui se livrent à des pillages, qui empêchent des malades de se rendre à l'hôpital, qui tirent à balles réelles sur des policiers, aient le droit d'agir sans qu'il y ait une réponse ferme de rétablissement de l'ordre public. Et donc, c'est ce qu'a fait le ministre de l'Intérieur en envoyant des renforts, et ça me semble très bien. Et ensuite, il y a une deuxième façon de gérer la situation en Guadeloupe, et là, c'est ce que s'emploie à faire le ministre de l'Outre-mer, c'est de rétablir le dialogue. Et de rétablir le dialogue à la fois avec les personnels, en particulier les sapeurs-pompiers, qui ont visiblement des difficultés à se faire vacciner pour une partie d'entre eux. Près de 50% est vacciné. Ils ne seront pas suspendus d'ailleurs, récalcitrants. Donc rétablir le dialogue, essayer de comprendre quels sont les freins à cette vaccination, et également s'entretenir avec les élus, les acteurs de la société civile. Mais il faut les deux, et c'est ce qui est en train d'être fait. Alors la campagne présidentielle avance à son train. Vous étiez dans l'équipe d'Alain Juppé en 2016. La primaire LR de 2021 vous semble-t-elle à la hauteur des enjeux? C'est vos anciens amis. Oui, bien sûr, étiez dedans il y a 5 ans, c'est pas non, si vieux. Oui, c'est pas si vieux, mais ça me paraît être extrêmement loin désormais. Il y a une recomposition politique du paysage français qui est majeure. Vous ne vous sentez plus en parenté avec ce que vous entendez dans ces débats LR? Plus du tout, et je pense que beaucoup d'électeurs de droite ne peuvent plus se reconnaître dans ces discours qui, en fait, sont une course à savoir lequel sera le plus à droite, au point, à un moment, on finit par se demander s'ils sont toujours dans la droite républicaine pour certains d'entre eux. Et donc, au fond, je crois qu'il y a très peu de Français qui se reconnaissent dans cette primaire. D'ailleurs, vous faisiez la comparaison entre la primaire de 2016 et celle d'aujourd'hui. Il y avait, je crois, 4 millions de votants en 2016 à la primaire de la droite et du centre, à la primaire ouverte. Et aujourd'hui, il y a 150 000 adhérents, au mieux, qui vont être amenés à se prononcer sur qui est le plus à droite entre Éric Ciotti et Michel Barnier. Et voilà. Et pourtant, le 4 décembre, il y aura un candidat LR. Si Zemmour affaiblit Le Pen et que ce candidat LR est au second tour de la présidentielle face à Emmanuel Macron, entre le tout sauf Macron et la gauche qui va rester à la maison, c'est inquiétant pour le président sortant. Oui, alors, honnêtement, je comprends qu'on se livre à ce type de projection. Nous, ce qu'on souhaite vraiment en ce moment, et en particulier au vu des deux sujets précédents sur lesquels vous m'avez interrogé, c'est vraiment être extrêmement concentré sur l'action gouvernementale, et en particulier la crise sanitaire. C'est-à-dire que si l'épidémie étouffe un peu la campagne, ça vous arrange, quoi. Non, c'est pas que ça nous arrange, c'est que malheureusement, factuellement, on a aujourd'hui... ce qui nous arrangerait, c'est qu'honnêtement, on soit plus en épidémie. Que ça, c'est ça qui nous arrangerait. Mais il se trouve que malheureusement, c'est pas le cas. On est dans une vague dont tout le monde dit qu'elle progresse très vite en ce moment. On est extrêmement vigilant, et c'est ça qui nous importe. Ce que je veux vous dire, c'est que, je pense que c'est le rôle des dirigeants d'un pays de le diriger jusqu'au terme de leur mandat. 2, c'est le rôle d'un gouvernement de les accompagner, d'une majorité parlementaire d'en faire autant, et encore plus, d'une certaine manière, quand on est en situation de crise sanitaire et éventuellement économique. La République En Marche a lancé un questionnaire auprès de ses militants, de ses adhérents, auprès des Français. Quelles sont les premières remontées ?
Alors, il est un peu tôt pour le dire. On a effectivement un questionnaire qui est diffusé par le biais du porte-à-porte, en fait. Le sens de cela, c'est vraiment de revenir à un contact au plus près des Français. En fait, en 2016, ce qui a fait le succès d'Emmanuel Macron et qui a permis son élection en 2017... C'est ce phénomène des marcheurs. C'est ce phénomène des marcheurs, et c'est aussi cette capacité à avoir été en résonance, en fait, avec les Français. Les partis politiques, ils sont passés à côté de ça. Parce qu'en fait, ils avaient beau être issus du vote des Français, il se trouve qu'il y avait une forme de déconnexion des partis politiques. Et je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui. Vous m'interrogez sur la primaire LR, ils se parlent à eux-mêmes et il y a une forme de déconnexion. Mais LREM est un parti aussi. Et LREM est un parti effectivement politique. Et c'est pour ça que ça nous a semblé extrêmement important de revenir au fond aux sources de ce qui fait l'engagement, c'est-à-dire lancer des opérations de porte-à-porte en nombre suffisamment important pour que on connecte bien, en fait, avec le Français qu'on va pas voir, en fait. LREM est associé au MoDem et à Horizon dans la construction d'une maison commune Ensemble Citoyen. Quel doit être le rôle d'Édouard Philippe dans cette campagne présidentielle ? Le rôle d'Édouard Philippe, c'est que il a été d'abord un Premier ministre extrêmement important du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il a contribué à la réussite du quinquennat. Et dans ce cadre-là, avec la création de Ensemble Citoyen, de cette majorité présidentielle, l'initiative assez inédite que l'on souhaite prendre, c'est rassembler à la fois ceux qui ont permis l'élection du président de la République en 2017, François Bayrou, Richard Ferrand et, à ce titre, La République En Marche, et puis aussi ceux qui ont rejoint ensuite Emmanuel Macron, comme Édouard Philippe ou comme Jean Castex. Et dans ce cadre-là, une personnalité comme Édouard Philippe, parce qu'il représente, par les amis qui peuvent se retrouver en lui, il apporte à la fois des idées et puis aussi des personnalités français qui nous rejoignent. C'est-à-dire ces personnalités destinées à être présentées aux élections législatives. C'est le renouvellement de la majorité que vous préparez ? Alors d'abord, destinées à partager des projets communs. Je crois que c'est le premier engagement qu'on va prendre, c'est celui des idées. Et ensuite, le second engagement que l'on prend, c'est effectivement de soutenir des candidats communs à la présidentielle et dans les élections nationales à venir. C'est-à-dire que quand on est sortant à La République En Marche, on n'est pas garanti de garder son siège. Quand on est sortant de La République En Marche, il n'y a pas de raison de ne pas garder son siège, sous réserve que les électeurs vous fassent confiance, évidemment. Il y a des circonscriptions, aujourd'hui, qui sont des circonscriptions dites de conquête, sur lesquelles Horizon, peut-être des acteurs de la gauche de la majorité comme Territoire de Progrès, pourraient être amenés à présenter des candidats qui pourraient emporter ces circonscriptions. Marie Guévenoux, merci, bonne journée. Merci beaucoup.